Jungle. Bonsoir à toutes et à tous, merci toujours de nous faire confiance. Sport FM au cœur des événements, les grands sur le continent et partout dans le monde. 5 mois avant le coup d'envoi de la grand-messe du foot continental, tous les pays qualifiés sont désormais fixés sur le profil de leur challenger. 24 nations à l'assaut du trophée à partir du 9 janvier 2022 au Cameroun. Nous parlons bien évidemment de la CAN de football. Dans ce rendez-vous spécial, nous analysons les différents groupes de la compétition, les favoris, s'il y en a, et les potentielles surprises, les stars attendues, la nouvelle programmation de l'événement ramené en janvier, sans oublier la question des infrastructures. C'est là le menu de la première partie. La deuxième évoque les clubs togolais, notamment ASCO et l'ASCK, qui abordent dès la mi-septembre les coupes africaines. Le pédigré de leurs adversaires, à quoi s'attendre en ce qui concerne les préparatifs. On se donne rendez-vous dans la deuxième partie de cette émission. En tout cas, pour m'accompagner, ils sont 3 à nous rejoindre dans le studio Messan Niamey. Mama Wiyao, secrétaire général de l'association des joueurs de football du Togo. Il est là, bien présent. Il y a également Chéri Adjoglé, c'est un confrère de TLS Africa. Et l'autre confrère, c'est Kojo Avoleté de Mawaki Sport.net. La réalisation vidéo porte les griffes d'Eloma Dovon. Derrière la baie vitrée, il s'agit d'Anas PM. Émission spéciale sur la radio qui mouille le maillot. Et voilà, nous sommes bien dans le studio Messan Niamey, le temps de prendre les nouvelles de nos confrères qui sont en studio, tout comme notre invité. Maman Ouyao, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Sport FM. Bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau ici. Bonjour à toi, Angelo. Bonjour à tout le public sportif. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, de parler football africain, foot national également dans cette émission spéciale. Mon cher Chéri, bonjour, bienvenue. Bonjour, Angelo. Bonjour aux confrères à Kodjo et à notre ami Wiyao. Wiyao. Je salue sportivement les auditeurs de la 91.9. Salut sportif, Kodjo Avoleté. Salut Angelo, salut Chéri, salut. Comment vous portez-vous? Oh, je vais super bien. Ah oui, avec votre bonnet, hein, ça montre que vous allez vraiment bien, en tout cas. Heureusement que ce n'est pas la télé. Mais n'oubliez pas que l'émission est à regarder après sur sportfmtg.com. Non, c'est après ça. Après ça, en différé. Absolument. Alors, ça démarre bien dans la bonne humeur et on va tout de suite planter le décor. On a tous suivi, en tout cas pour ceux qui étaient au rendez-vous hier en direct du Palais des Congrès de Yaoundé au Cameroun, la cérémonie en tout cas pompeuse du tirage au sort de la CAN 2021. Nous sommes justement en 2021, mais elle va se disputer à partir de janvier 2022. Alors, Chéri Adjoglé, on pourra dire que, d'abord, vous avez suivi la cérémonie. Ah oui, on a suivi jusqu'à ce que les images ne soient coupées par le confrère de Canal+. Bon, c'est un peu ça aussi. Hein. Ah oui, les réalités du direct. Du direct, n'est-ce pas? On comprend. Alors, à partir de ce que vous avez vu, on pourra quand même dire une amélioration dans l'organisation de ce genre d'événements sur le continent. Ah oui, il y a eu une amélioration. Il y a eu une amélioration dans la présentation, dans le décor, oui, dans les invités, les joueurs qui sont beaucoup plus présents. Oui, les intervenants, tout. Il y a une certaine amélioration dans cette organisation. On pourra dire que l'Afrique est en train quand même de se perfectionner petit à petit. Et je pense que cette organisation, ou la perfection dans cette organisation, nous amènera vers également la perfection des performances sur le terrain de nos différentes équipes nationales. Et surtout, pourquoi pas un jour la Coupe du Monde en Afrique, on ne sait jamais, pas l'organisation, mais la gagner. C'était le souhait de Motsepe. On suivra tout ça de très très près. On parlait tout à l'heure de ces joueurs qu'on sent aujourd'hui beaucoup plus au cœur de l'action de la CAF. Ils étaient nombreux hier. On va citer quelques-uns: Didier Drogba, Samuel Eto'o, Wanko Kanou, Rigobert Song, et j'en passe, sans oublier votre ami El Hadji Diouf. Oui, quand vous voyez ce genre de choses, vous comprenez quelque chose dans la directive de la CAF? Moi, ça me laisse perplexe en réalité. Ahmad avait commencé avec ça. C'est Ahmad qui avait installé les footballeurs au centre de l'action de la CAF au nom de la célèbre formule « le foot aux footballeurs ». Et ça aussi, c'est à discuter.
Et ça me laisse perplexe parce que je ne sais pas vraiment ce que la CAF veut faire avec les footballeurs africains. J'attends qu'on me convainque qu'en faisant défiler des gloires du foot africain à une cérémonie, et on fait ainsi la promotion du football africain. Pour moi, l'enjeu du développement du football africain, il est ailleurs. Il n'est pas dans le bling-bling, excusez-moi de le dire comme ça, sans faire offense à la CAF et à ceux qui la dirigent. Pour moi, c'est tout simplement du bling-bling. Parce que, du superflu du superflu pour moi. Parce que Syria Djogboula a fait remarquer tout à l'heure que la qualité de l'organisation de cette cérémonie de tirage au sort peut présager des efforts qui sont faits au niveau de l'Afrique pour faire mieux les choses. Est-ce que la FIFA, qui fait les choses aussi grandement, a mis les anciens footballeurs au centre de son action? Ça se passe par moment, lors des tirages au sort, même pour l'UEFA. Par moment. Ici, on en fait de trop. Et ce n'est pas parce que vous faites défiler les footballeurs que vous améliorez la gouvernance. Aujourd'hui, en Afrique, pour moi, le vrai problème du football africain, en Afrique, c'est la gouvernance que la CAF fait de ce football. Et cette gouvernance, elle est tout simplement, elle laisse à désirer. D'accord. Donc, plutôt que de jeter la poudre aux yeux en faisant défiler les anciens footballeurs, qui sont contents parce qu'on ne les a pas oubliés. Le débat est aussi au Togo, hein. Monsieur Yao peut mais je vous dis qu'au Cameroun, il y a certains anciens joueurs qui ont été très mécontents parce qu'on ne les a pas invités hier. Cela veut dire qu'on ne peut pas prendre tout le monde et cela veut dire aussi qu'il y a des risques à faire cela. Donc pour moi, c'est une bonne chose parce que c'est déjà bien de se souvenir de ceux qui ont donné du relief à ce foot africain. Mais pour moi, l'enjeu n'est pas à ce niveau. La gouvernance du football africain, les vrais enjeux sont totalement ailleurs et on constate que jusque-là, Mosepe, qui incarnait ou bien qui symbolisait ce rêve de gouvernance autrement, jusque-là, on ne voit pas ça. Donc, plutôt que de s'attacher à ce genre de trucs, regardons la gouvernance. Maman Ouyaou, vous qui êtes également cheville ouvrière d'une association de joueurs de football et puis en même temps plus proche de la FIFPro, tout ce qui concerne la gestion de carrière des footballeurs. Aujourd'hui, oui, je reviens sur la même question, les joueurs qui sont mis en avant, histoire de toujours faire, pas forcément plaisir, mais de les impliquer dans, je dirais, la bonne promotion du football continental. Quel est votre commentaire, votre avis là-dessus? Oui, je pense que vous êtes peut-être par intuition au parfum des choses. Vous avez parlé d'implication. Vraiment, quand la FIFPro s'est réunie en 2017, il y avait déjà Ayatou qui était aux affaires avant qu'on ne se réunisse, puisque j'y étais au Ghana. Après ce congrès, les travaux, les conclusions disaient qu'il fallait faire un plaidoyer, un lobbying pour que les footballeurs sur le terrain, ceux qui ont joué, et surtout les anciens, soient impliqués dans la gestion du football dans leur pays. Je pense que ce lobbying-là a fait son chemin. Et aujourd'hui, vous avez vu l'organisation de la cérémonie. On a senti beaucoup plus les footballeurs au cœur de la chose. Ce n'est pas parce qu'ils sont au cœur de la chose qu'ils ont la maîtrise de la gouvernance. Ceux qui auront la maîtrise de la gouvernance auront leur place dans les institutions, dans les commissions et autres. Je pense que Ndjitap a fait un travail louable, puisque depuis 2017, il est le président de la FIFPro Zone Afrique. Je lui jette chapeau. Donc, je pense que ça va continuer dans tous les pays. On a exhorté toutes les associations à faire ce rapport-là à leur fédération pour qu'ils impliquent plus les footballeurs dans leur gouvernance, dans la gestion de la chose footballistique. Je pense que c'est une bonne chose et qu'on va continuer dans cette lancée. Ceux qui auront cette possibilité de pouvoir participer dans les commissions, dans les bureaux de fédération, pourront exercer librement après leur carrière la qualité qu'ils ont
en dehors du football, pouvoir mettre à contribution cette qualité-là pour faire avancer le football. Il faut dire qu'au-delà d'être footballeur, l'après-carrière, ça peut être directeur sportif, manager, voilà. Responsable peut-être d'une commission en tant que telle. Vous voulez réagir sur d'autres aspects rapidement avant de fermer cette parenthèse? Juste essayer de faire un peu la part des choses. Quand on parle par exemple de la gouvernance c'est la gestion même de ce sport-là au niveau de l'Afrique. Alors, la FIB Pro, pendant longtemps, au niveau de l'Afrique, on n'a pas surfé sur l'aura, la notoriété des anciens footballeurs pour pouvoir quand même rassembler tous les fils du continent autour de ce football-là. Donc, il était question à un moment donné, comme il le disait, de pouvoir surfer sur l'image de ces anciens internationaux-là pour pouvoir amener tout le monde à adhérer donc à ce football-là et à porter ce football. Donc, on veut passer par ces footballeurs-là pour pouvoir attirer également les investisseurs. Maintenant, quand on passe par ces footballeurs pour attirer ces investisseurs-là, on retombe sur la gestion qu'on fera des investissements de ces grandes sociétés-là tout autour de ce football-là. Et donc, c'est là que le problème se pose. Alors, c'est une bonne chose, comme il le dit, de pouvoir surfer sur l'image de ces anciens internationaux-là pour attirer les investisseurs. Ils viennent, ils investissent ou ils vont commencer par investir dans ce football-là. Maintenant, quel est le projet? C'est là qu'on constate qu'il n'y a pas un véritable projet tout autour de ce football continental-là. Il y a des gens qui se réunissent, des gens qui se connaissent et qui essaient à un moment donné de faire de ce football-là un gâteau qu'on partage. Je veux être président et par moment on s'assoit, on dit, bon, désormais, nous allons essayer de voir, toi, si tu prends une portion, je suis le président, tu es le vice-président et nous formons le comité exécutif. Il n'y a pas de pertinence. C'est des choses à parfaire. Et c'est ce qu'on a constaté lors du dernier congrès de la CAF, tout simplement, et ce qui a laissé désirer tout le monde, tous les observateurs du football, jusqu'au-delà du continent. Et c'est ce que Kodio veut relever. Donc, en somme, nous espérons, comme moi je l'ai dit, il faut faire autre chose. Nous espérons qu'on a compris qu'il faut surfer sur la notoriété de ce footballeur-là, mais derrière, il faut aller loin. Il faut bien gérer. Pourquoi pas? On va fermer cette parenthèse, s'il vous plaît, messieurs. Allez-y rapidement. Les joueurs doivent avoir de la notoriété dont on peut se servir pour attirer les investisseurs. Oui. Si la gouvernance n'est pas bonne, les investisseurs ne viendront pas. Ah, voilà qui est dit. C'est une simple logique économique ou bien financière. N'est-ce pas? L'environnement doit être sain, tout simplement. Oui. Alors, on va fermer cette parenthèse et ouvrir celle des analyses concernant les groupes de qualification, justement, pour cette phase finale de la CAN qui aura lieu au Cameroun très, très bientôt. On est à 5 mois du coup d'envoi seulement. Le groupe A, oui. En supposant que ça va se tenir enfin. Ah oui, pourquoi pas? Parce que d'abord en 2019, il y a un problème d'infrastructure. Le calendrier est passé par là. On a arraché la CAN au Cameroun, on l'a confié à l'Égypte. Mais cette fois-ci, bon, Paul Biya et voilà, tous les autres font le nécessaire pour... Le CP était rassurant hier. N'est-ce pas? Pour dire tout simplement. Donc on croise les doigts. Ouais. Le groupe A, je reste avec vous, chéri Adjogboulé, pour analyser rapidement les forces en présence. On a le Cameroun qui sera à sa 20e participation. Le Burkina Faso, aux côtés des Lions indomptables, l'Éthiopie et le Cap-Vert. On va écouter d'abord François Omambik, le sélectionneur adjoint du Cameroun, et derrière, on revient pour les analyses. Le Cameroun s'en sort pas mal, même s'il faut respecter toutes les équipes. Le groupe est équilibré. Maintenant que nous connaissons nos adversaires, c'est à nous de travailler pour pouvoir être à la hauteur. L'Égypte nous causait souvent des problèmes comme ça il y a longtemps. Aujourd'hui, on a renversé. Moi, je suis bien content de retrouver cette équipe. Il y aura un bon duel. Nous connaissons leurs capacités, leurs faiblesses. À nous de continuer à travailler. On a gagné 5 Coupes d'Afrique hors du Cameroun. Je pense que tous les pays viennent ici pour gagner. Mais nous sommes les Lions indomptables. Nous travaillons pour être à la hauteur. Ah oui, on sent déjà une certaine assurance dans les propos de Omambik. Ah oui, tout comme dans les propos de Rigobert Song hier lors de la cérémonie. Donc, on sent ces anciennes gloires confiantes, on va dire, quant à la performance de leur équipe nationale. Mais derrière, Tofis a été lucide hier pour reconnaître que c'est pas facile de jouer à la maison. Une forme de pression. Une forme de pression. Donc, vous avez une double pression. La pression sur le terrain, la pression de votre public qui est exigeant derrière. Donc, aujourd'hui, le Cameroun a un groupe assez jeune.
on espère qu'avec cette jeunesse-là, il y aura quand même, puisque la jeunesse est synonyme de tout simplement de déconcentration, de la folie. On espère qu'avec cette folie-là, ce groupe-là, amené par Choupo-Moting, ce groupe-là pourra quand même être à la hauteur. Sauf que, il a dit, Omambik l'a dit tout à l'heure, depuis un certain moment, le Burkina Faso pose d'énormes difficultés à cette... Même le Cap-Vert également les a mis en difficulté. Justement. Et donc, c'est un groupe assez compact, je ne veux pas dire assez homogène ou assez homogène à 95%, puisque l'Éthiopie sera tout simplement le petit poussé de ce groupe-là. Mais l'Éthiopie également ne vient pas en victime résignée. Donc, tout va se jouer sur le terrain, mais il y a de très belles affiches dans cette poule A, notamment cette affiche entre le Cameroun et le Burkina Faso. Match d'ouverture. Oui, justement, le Cameroun et le Cap-Vert, et ensuite le Burkina Faso et le Cap-Vert. Donc, de très belles affiches dans ce groupe A. On voit d'entrée de jeu sur le papier le Cameroun sortir avec le Burkina Faso. Le Cap-Vert sera l'outsider, le petit poussé, c'est l'Éthiopie, mais tout reste sur le papier quand on sait que l'Éthiopie a fait fort dans les éliminatoires pour pouvoir quand même se qualifier. Et donc derrière, on va croiser les doigts. Mais sur le papier, c'est ce que je peux dire, le Cameroun par favori, accompagné du Burkina Faso. La Saoudite, c'est le Cap-Vert et l'Éthiopie ferme la marche. Mais tout reste à prouver sur le terrain. En tout cas, et tout dépendra également de la forme du moment de ces joueurs qui seront sélectionnés pour la compétition. Alors, on va avancer. Sénégal, Zimbabwe, Guinée, Malawi. Dans le groupe B, le finaliste de l'édition 2019 qui va avoir fort à faire avec la Guinée. C'est un derby ouest-africain. Mamadou Yao. Oui, je pense que dans ce groupe, le groupe B, le Sénégal part avec la faveur des pronostics. Mais il ne faut pas oublier que les Zambiens, les Zimbabwéens plutôt, oui. Font un football, je pense, anglais, un football direct. Ils pourront gêner le Sénégal, mais ceux qui pourront prétendre être deuxième, je pense qu'il y a la Guinée et le Malawi qui fait un football, je crois... La Guinée de Didier Six, hein? Oui. Ah oui, l'ancien sélectionneur des éperviers. Qui a déposer une marque ici avec un beau jeu qu'on présentait, malgré en dehors qu'on gagnait. Je pense que la Guinée pourra créer des problèmes au Sénégal et au reste de la poule. Le Malawi ne sera pas du reste. Oui, troisième participation. Oui, je pense que c'est un petit pays de football, mais ils ont leur mot à dire. Dans la CAN à 24, ils sont quand même arrivés. Si on pourrait écouter Didier Six, le sélectionneur du Sili, oui, qui dit il n'a pas peur d'aucune équipe. En tout cas, il n'a peur d'aucune équipe. J'ai pas d'inquiétude, j'ai seulement envie d'aller loin. Mon groupe, il est difficile comme tous les autres groupes parce qu'il n'y a plus de petites équipes à ce niveau-là. Ça aurait pu être plus dur, mais les groupes sont équilibrés dans toute la CAN et les 24 équipes ne sont pas là par hasard. Personnellement, je crains personne. Kodjo, on sait très bien que la CAN également, c'est une question de génération pour la gagner. La Guinée, le Sénégal surtout, d'Aliou Cissé. Est-ce que ce sera le bon moment en janvier 2022, du moment où ils étaient finalistes, ils ont été battus par l'Algérie en finale en 2019? Pour gagner la CAN? Pour gagner, bien sûr. Je n'y crois pas. Je ne vois pas le Sénégal gagner cette CAN. Tout simplement parce que quand vous regardez cette équipe du Sénégal aujourd'hui, sur le papier, elle a très fière allure. De grands noms. De grands noms ronflants, c'est pas pour le faire injure, parce que c'est les grands noms qui animent les grands clubs un peu partout sur le continent européen. Mais sur le terrain, ça a donné quoi? Je prends comme référence les derniers matchs qualificatifs pour cette CAN. Un match contre le Congo. Oui. Un match contre une équipe de l'Afrique de l'Est, je ne sais plus l'Estonie, je pense. Oui, l'Estonie, la Gambie. La Gambie également. Et la Gambie était dans le groupe du Gabon, pas du Sénégal. D'accord. Et c'est dans ces matchs, je ne peux pas comprendre, mais je n'ai pas pu comprendre qu'une équipe du Sénégal qu'avait rejoint Abdou Diallo, Nampalis, et d'autres aient eu du mal à vaincre le Congo. Mais est-ce que ces joueurs-là, ils sont des joueurs aguerris? Ce sont des joueurs en devenir. Ah bon? On a parlé de la jeunesse plutôt.
On a parlé de la jeunesse plus tôt. Donc moi je dis que cette équipe du Sénégal, sur le papier, elle a très fière allure. Mais sur le terrain, il y a un problème. Et on peut peut-être même évoquer un problème de vestiaire. Vous savez qu'à la fin des éliminatoires, la Fédération du Sénégal de football a été tentée de débarquer, si c'est, peut-être parce que la constellation de stars, même si c'est... Il a du mal à gérer les égos. À mon sens, il y a un souci à ce niveau-là. Pas forcément les égos. Mais quand vous mettez sur le papier Nampalis, Abdou Diallo, Kouyaté, Sadio Mané, Koulibaly, tout ça là, les 11 premiers qu'on prend, qui sont-ils? Quelle garantie a-t-on que le 11 qu'on va sortir du chapeau là va faire l'affaire? Et pour moi, sur les matchs du Sénégal que j'ai suivis, dans l'ordre de ces éliminatoires, le problème de l'équipe, c'était ça. Trouver le 11 qui puisse faire l'affaire. Parce que tout n'est pas d'avoir de grands joueurs. Hein. Il faut pouvoir composer le 11 qui soit équilibré, qui puisse jouer ensemble. Et pour moi, aujourd'hui, le Sénégal a ce problème-là sur le terrain où on a Mané, on a Kouyaté, on a Koulibaly, on a Nampalis, on a celui Sabali, Krépin, Diatta, tout ça là. Mais ça donne concrètement quoi? Vous voyez plutôt la Guinée sortir la tête haute de cette pôle-là? Non, le Sénégal va sortir de la pôle. D'accord. Dans tous les cas. Et la Guinée? Mais gagner la CAN. La CAN. Moi, je parlais de gagner la CAN. Gagner la CAN, pour vous, c'est pas encore possible. Pour moi, le Sénégal, ça peut... Ça peut arriver. Quand on a été finaliste et on arrive à une autre édition, n'est-ce pas l'occasion de progresser? Comment le Sénégal est arrivé en finale? En 2019? Est-ce qu'il a dominé tout? Le Sénégal a gagné ses matchs. 1-0, 2 buts à 1. Voilà, justement. Péniblement contre le Bénin, même si le Bénin garde le bus. Péniblement contre le Bénin. Ça veut dire que le jour où une équipe va pouvoir résister, trouver des brèches, elle va toujours faire mal à cette équipe du Sénégal. Par contre, quand vous comparez le du Sénégal à celui de l'Algérie au cours de cette CAN 2019, la différence elle est nette. L'Algérie n'avait pas de grandes étoiles. Par contre, l'Algérie sur le terrain était foudroyante, tout simplement foudroyante. À la différence du Sénégal qui ne l'était pas, alors que les grands noms étaient là-bas. Parlons de la Guinée et du Zimbabwe, Malawi rapidement. La Guinée revient. La Guinée revient. Déjà le Chan, l'image qu'ils ont présentée au Chan, prouve que sur place, il y a quelque chose qui se fait. Il y a des étoiles qui naissent, qui petit à petit vont encore pousser cette équipe-là vers l'avant. Donc l'équipe A elle-même, aujourd'hui, elle renaît petit à petit avec le travail qui est fait autour de l'organisation. Oui. Autour de l'organisation, avec Kaba Diawara et les autres, pour essayer au moins sur le plan organisationnel, gagner du terrain pour que l'équipe soit davantage compétitive. Donc, dans ce groupe-là, a priori, pour le premier tour, le Sénégal et la Guinée, ça doit être logique. Ça doit être logique. Pour les deux sélections. On reste avec vous pour évoluer. Le groupe C, Maroc-Ghana. Oh, Ghana qui est toujours là, mais la dernière CAN remportée par cette sélection, ça remonte à 82. Ah oui, c'est quand même un véritable vestige. Oui. Les Comores. Oui, un mauvais souvenir pour le Togo. Comment on se retrouve? Et le Gabon. En tout cas, apparemment, c'est une poule intéressante. Hein? Maroc-Ghana, Comores-Gabon. Comores-Gabon. Les Comores vont découvrir la compétition. Et ce qui est intéressant à souligner au sujet de ces Comores, et s'il faut parier, je crois qu'il faut se permettre la folie de parier sur les Comores. Parce que c'est une équipe qui n'a pas de grands joueurs, mais qui a une force mentale incroyable. C'est une équipe qui a compté sur le collectif. Et c'est ce collectif-là qui l'a amené là où elle est aujourd'hui. Ce qui est assez rare aujourd'hui. Oui. Et donc, je crois que dans un match direct, c'est-à-dire en 3 matchs, on est au second tour, ou bien on est éliminé. Dans des matchs directs, les Comores sont capables de créer la surprise. Ils peuvent tenir tête aux Marocains, aux Ghanéens, aux Gabonais, avec 3 points être en 8e de finale. Rappelez-vous, dans le groupe du Togo, oui, contre l'Égypte, elle n'a pas coulé. Exact. Les Comores n'ont pas coulé contre l'Égypte. Si les Comores n'ont pas coulé contre l'Égypte, comparaison n'étant pas raison, c'est vrai. Mais ce n'est pas devant le Maroc. A priori, que cette équipe-là va couler la CAN. Encore que c'est 90 minutes, loin de tout le monde est à l'extérieur. Et ce qui compte, c'est sur le terrain qu'il faut prouver au terme de 90 minutes.
Donc, a priori, je crois qu'on peut se permettre la folie de parier sur le Comores. Peut-être la surprise de ce groupe-là, ou peut-être une troisième place, en lieu place du Comores pour gagner une place de meilleur troisième et se retrouver au tour suivant. Je crois que ça va faire partie des éléments qui vont donner même de l'enjeu à cette CAN-là, parce que si tous les favoris passent à la fin, ce n'est plus intéressant. Là. Et puis là, c'est souvent une compétition un peu dans un seul sens. On rappelle que, à part les premiers de groupe, pour les deuxièmes également, on aura les 4 meilleurs troisièmes sur les 24 nations. Vous voulez ajouter rapidement une chose avant de passer au groupe D? C'est là que ça peut passer pour les Comores, comme Kodio est en train de le dire. Oui. Cette équipe a cette force mentale-là, cette cohésion, cette homogénéité, contrairement à, comme Kodio le disait, au Sénégal qui, avec un effectif assez rompu, mais qui a du mal à trouver l'alchimie pour pouvoir faire jouer donc, toutes ces stars ensemble. Les Comores peuvent quand même créer la sensation où on peut, comme Kodio le dit, miser sur les Comores pour passer ne serait-ce qu'au tour suivant. Ce qui peut les pénaliser, c'est peut-être la gestion de la compétition à ce niveau-là, puisque ce ne seront plus des matchs où on va se retrouver 2-3 mois après, où on reprend le souffle avant de pouvoir quand même se jeter dans la bataille. Ici, on se rappelle le cas du Bénin. Le cas du Bénin, justement. Donc, c'est la gestion de la compétition à ce niveau qui peut les pénaliser. Mais les Comores ont quand même tous les atouts pour pouvoir quand même bousculer la hiérarchie dans cette poule. Pour moi, c'est la poule de la mort, comme on le dit. Oui, c'est mon analyse. Le Gabon, le Ghana, le Maroc. Le Gabon, rappelons également que le Gabon a une certaine jeunesse actuellement qui commence à jouer avec les Bouanga. La magie des binationaux. Justement, la magie des binationaux. Justement, ça marche au Gabon, contrairement au Togo, où cette magie-là n'a jamais pris. Peut-être que nos binationaux sont des paresseux, je ne sais pas. C'est le constat flagrant, j'allais dire tout simplement. Donc, la magie des binationaux, ça marche au Gabon. Et donc, le Gabon est en train de renaître de ses cendres. Rappelez-vous que le Gabon a barré quand même la voie à la RDC. Surtout sur ce dernier match-là, cet avant-dernier match-là où il était question pour... des péripéties extraordinaires. Justement. Donc, les forces en présence, le Ghana... je ne mise pas trop sur le Ghana qui a également réajeuni son effectif, mais seulement que ça a du mal également à trouver ce football-là d'antan des années 82, comme vous le dites, jusqu'à 90, ça a du mal à retrouver ce football-là, ça tangue un petit peu, mais le Ghana voudra bien quand même faire respecter son nom, et le Maroc, avec également un effectif avec de grands talents, ça va tellement jouer dans cette poule, et je pense que les dés sont jetés, quitte à cette équipe-là qui pourra mieux gérer la compétition sur ces 3 matchs-là, pourra quand même passer au second tour. En tout cas, le Bosnien Vahid Halilović est très attendu côté royaume chérifien parce que c'est aujourd'hui le sélectionneur des Lions de l'Atlas. On rappelle que le Ghana a déjà gagné 4 CAN, mais la dernière c'est en 82. Pour l'instant, ça ne démarre plus du tout pour les Black Stars. Le groupe D, à présent, le Nigeria, l'Égypte, le Soudan et la Guinée-Bissau qui est à sa 3e participation. Cette équipe également du Nigeria, entraînée par l'Allemand Gerd Notror, elle aussi, elle est attendue, on pourra dire, dans cette compétition. Oui, depuis un certain temps, le Nigeria vient à la CAN avec son nom. Des fois, il y a des joueurs de renom, mais avec qui on n'arrive pas à répondre aux attentes de leur population ou de leur pays. Mais cette fois-ci, je pense qu'ils viennent avec beaucoup de stars. Si vous suivez les championnats européens, partout dans les clubs, il y a des Nigérians. Celui qui brille plus ou qui a brillé la saison passée, je pense à un joueur à Naples, Victor Osimhen, qui teinte les cheveux. Je pense que c'est un attaquant très puissant. Il y a le frère de Kanou également qui fait partie des meilleurs buteurs de l'autre côté de Osasuna. Voilà, Uche Kalou et donc puis ils ont une ossature aujourd'hui pour pouvoir titiller les grands, au moins pour gagner la CAN. Mais en dehors de ça, je pense que le Soudan, depuis Belle Lurette, 9e participation. Le Soudan vient et pose beaucoup de problèmes à toutes les équipes. Dans les poules où ils sont à la CAN, le Soudan arrive à poser des problèmes. Seulement, je rejoins M. Adjogboulé pour dire que pour ces équipes-là, c'est la gestion des matchs enchaînés.
qui gêne un peu. Dans les éliminatoires, vous les voyez 1 semaine, 2 semaines après ou quelques mois après, il faut rejouer. Ils arrivent à poser des problèmes et à réussir à gagner, surtout à domicile. Mais quand on arrive à la CAN et que 3 jours après, il faut jouer un match, 3 jours après, ceux qui font le plus haut niveau font beaucoup plus la différence. Je reviens pour dire que pour moi, pour parler de groupe de la mort, je pense qu'il y a ballottage entre le groupe C et le groupe E. D'accord. Où il y a le groupe E. On va en parler tout à l'heure, où il y a l'Algérie, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Ah ouais. D'accord. En tout cas, on attend également ces 2 mastodontes du foot africain. L'Égypte, l'Égypte qui a déjà gagné 7 CAN, qui est loin devant, on pourra dire avec 2 trophées de plus que le Cameroun. Et puis le Nigeria, le grand Nigeria qui en a 3 dans son escarcelle. Il faut souligner que ce qui a retenu mon attention dans ce groupe-là, c'est que le Nigeria et l'Égypte vont jouer en poule. Ça veut dire que chacun de deux peut se réjouir de leur retrouver l'autre qu'en finale peut-être. D'accord. Et je crois que ça peut arriver. C'est déjà bien pour le Nigeria d'affronter déjà l'Égypte. L'Égypte en poule. Parce que l'Égypte, si vous avez bonne souvenance, si l'Égypte a pu gagner 3 Coupes d'Afrique d'affilée, oui. Je crois que c'est 2006, 2008, 2010. Je crois que ça a toujours été concomitant à la bonne forme de Al-Ahly. Et si vous regardez bien, Al-Ahly est encore en train de remonter. L'équipe de l'Égypte, barrée dès les 8e ou les quarts de finale en 2019. Une véritable désillusion nationale. C'était une Bérésina. Cette équipe de l'Égypte aussi est en train de remonter, parce que Al-Ahly est en train de remonter. Et si comparaison est égale, ça veut dire que cette équipe de l'Égypte, à cette CAN-là, il faudra faire attention avec elle, parce que Al-Ahly, qui est dans l'ombre, est en très grande forme. Donc, les adversaires sont avertis. Et puis, quand même, il y a un comparatif, même s'il n'est pas aussi légitime que ça. L'Égypte a souvent gagné à l'extérieur ces Coupes d'Afrique des Nations. Et ça aussi, ça peut être un indice, tout comme le Cameroun a l'habitude de gagner à l'extérieur ces Coupes d'Afrique. Nous avons parlé de la pression à domicile pour ces grandes nations-là quand elles organisent la surtout compétition. Surtout le cas de l'Égypte en 2019. La compétition chez elles. Donc, il y a cette double pression-là qui font que les joueurs sont obligés de faire, et avec la pression du public à domicile et avec la pression des matchs sur le terrain. Et donc, une fois sortis de leur base, ces équipes-là sont plus souvent libérées et les joueurs ont la tête bien posée pour pouvoir quand même faire leur football. Ça peut jouer pour l'Égypte tout comme le Cameroun. On doit compter, comme Kodou le dit, avec l'Égypte, parce que quand souvent l'Égypte derrière connaît des débats comme celle de la dernière CAN, elle sait se rebondir, j'allais dire, elle sait se reprendre à la CAN suivante. Donc, on doit s'attendre à ce que l'Égypte présente un autre visage que celui qu'on lui a connu lors de l'édition précédente. C'est ce qui fait que ça va être très difficile pour le Soudan et pour la Guinée-Bissau de notre ami oui, mais notre ami, l'ancien sélectionneur du Togo, Tom Saint-Fit, voilà. Plutôt la Gambie. Non, plutôt la Gambie. Qu'est-ce que nous racontons? C'est pas la Guinée-Bissau. S'il vous plaît, c'est plutôt la Gambie. Dont on va parler. Pour relever quelque chose, l'Égypte doit être un exemple sur le continent en matière d'utilisation des joueurs locaux. Je pense que... Ils sont férus de cette politique-là. Voilà, et ça marche. Et donc, pour donner un signal fort à tous les pays africains, comme quoi on peut développer son championnat et avoir une équipe nationale solide et durable, parce que vous avez les joueurs au pays. Ça marche parce que les clubs égyptiens sont riches. Et bien mieux structurés. Et les joueurs égyptiens bien payés n'hésitent pas à quitter l'Europe pour venir jouer en Égypte. Tout est bien structuré. En Algérie également. Mais en Tunisie quand aussi. Le joueur 30 000 à Lomé, il a 1 500 € en France. Je parle de cet exemple parce que sur toute la ligne, il faudra copier ce qui se fait là-bas. Ce n'est pas question d'une vision politique, de politique sportive et de bien faire. Je pense que ça vient déjà. Si on nous annonce qu'après ce championnat, qui sera un championnat de transition, qu'on rentrera peut-être dans le semi-professionnalisme ou le professionnalisme, je pense qu'il faut donner le bénéfice du doute aux dirigeants pour
c'est qu'ils comme ça, puissent parce qu'il faut avancer. des bases pour rentrer dans le On- semi On va professionnalisme. avancer, Si ces messieurs, bases-là parce ne qu'on sont pas aura posées, à aborder cette fenêtre tout à l'heure. On rappelle que de côté de la Guinée-Bissau, le sélectionneur, c'est Bassino Kandé Zizinho. Justement, Voilà. on s'est trompé, On toutes s'est nos trompé, excuses. mais à culpa en tout cas. On va parler de la poule E à présent. Côte d'Ivoire, vous l'étiez. On a l'Algérie, le tenant du titre. Vous avez parlé tout à l'heure de cette fulgurance des Fennecs en 2019. La Sierra Leone est dans cette poule-là. La Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire de Patrice Baumel. D'emblée, l'Algérie et la Côte d'Ivoire pour les 2 premières places. À moins que la Côte d'Ivoire sombre encore, hein, et ce qui serait une grande surprise. Parce que cette équipe de la Côte d'Ivoire est en train de remonter aussi. Elle est en train de remonter depuis 2015. Elle est devenue l'ombre d'elle-même. Et elle avait des stars qu'elle n'a pas pu gérer après, au lendemain de la Coupe d'Afrique. Mais je crois que la nouvelle saison est plutôt intéressante pour cette équipe de la Côte d'Ivoire. Est-ce que cette Côte d'Ivoire qu'on a vue aux Jeux Olympiques, emmenée par Gradel, Kessié, Non, pardon, faut pas parler. Faut non, pas je parle parler- des hommes. Je faut pas parle parler des de hommes. cette Côte d'Ivoire qu'on a vue au JO. Kessié, par exemple, C'était- incarne ce renouveau-là que vous annoncez. Non, Non. pas Kessié. Gradel, Pas Kessié. non plus. Non, Gradel est partant. Kessié, oui. Gradel est partant. Kessié, Ah oui. c'est Pas la tour autant- de contrôle désormais de Pas autant Kessié. Pas autant Kessié. Pépé, Nicolas Pépé d'Arsenal. Celui qui est revenu, le tout nouveau qui est arrivé là, oui. qui était en Angleterre. Zaha Zaha. Non, pas Zaha. Wilfried Zaha. Celui qui est allé du côté de l'Ajax d'Amsterdam, c'est ça. Oui. Il était en Angleterre. Le nom m'échappe un tout petit peu, mais on continue votre développement, on va le Est-ce que retrouver. Kessié en milieu de terrain peut être le maître à jouer, mais je faisais surtout allusion aux attaquants, Oui. parce que pour gagner les matchs, il faut marquer des buts. Et donc la saison, là, la Côte d'Ivoire a plutôt montré des choses intéressantes sur cette saison, sur ces qualificatifs. Elle a montré de très bonnes choses. Je crois que si l'équipe reste sur cette lancée-là, Vous parlez de Sébastien Haller. justement, à D'accord. l'air. Ok. À l'air. Allez-y, À l'air, continuez. parce que sur les matchs de qualificatifs, il a été décisif. Plutôt une bonne arrivée, on va le dire comme ça. Ah ouais, mais vous savez, Chéri Adjabli. nous sommes à la CAN. Oui. Et donc, il faut un état d'esprit, il faut quand même des leaders de vestiaire également. Et quand nous parlons de la gestion de ces compétitions-là, tout ça, là, ça fait partie. Et il y a donc de ces figures emblématiques qui conduisent au-delà de l'entraîneur, le vestiaire, qui sont également le relais de l'entraîneur sur le terrain et qui savent quand temporiser, quand accélérer. Et c'est en cela que moi je dis que Kessié peut être le détonateur, donc le dépositaire de ce football-là ivoirien. Aujourd'hui, chérie, on ne voit pas en tout cas quelqu'un le concurrencer dans ce secteur. Hein. Dans ce secteur, il n'y a pas vraiment de concurrent, sauf que Kodio lui parle de l'attaque, donc Des attaquants, oui, oui. des attaquants. Et donc, il y a de jeunes attaquants qui sont là également, qui peuvent quand même aider les Zahra et autres à pouvoir quand même mener à bien cette attaque-là. Maintenant, pour moi, le grand patron, peut-être pour accompagner Gradel, comme vous le dites, les deux étaient aux Jeux Olympiques pour accompagner Gradel, l'un des anciens donc, de cette équipe-là. C'est Kessié, naturellement, qui est sorti d'une très belle saison avec l'AC Milan. Et donc, je le vois, s'il est en très grande forme au moment de la compétition, je vois Kessié quand même conduire cette formation de la Côte d'Ivoire jusque peut-être dans le dernier carré. Un mot sur l'Algérie. L'Algérie, c'est le tenant du titre, on va dire. Dans les éliminatoires, ça n'a pas été également ce football aussi pimpant. Mais comme Kodio le dit, l'Algérie ne dispose pas de notre ronflant, mais quand même Belmadi a su quand même créer l'alchimie autour de ces joueurs-là, ou au sein de ces joueurs-là, qui arrivent quand même à jouer en bloc équipe, qui arrivent à faire le dos rond. Ils peuvent subir des rencontres, mais savent se procurer des occasions et savent être aussi cliniques comme Bagdad Bounedja, justement. Ismaël Benasser, sans oublier Riyad Mahrez. Riyad Mahrez Il y a un type dans le golf là, et lui carrément sur le terrain, on dirait que c'est un attaquant. Bouzinedja. Oui, Bagdad Bounedja. Oui, franchement. Il est incroyable Il selon vient vous. pour casser tout. Ouais, c'est un joueur de devoir. Justement, Malgré qu'il soit merci attaquant, pour c'est un joueur de l'expression. devoir. Lui, il vient pour casser tout. Et quand vous avez des joueurs comme ça, On a besoin de ça au Togo. vous avez des joueurs comme ça,
qui casse tout là-bas, devant. Là-bas, frisait cela, sauf que c'est pas la même trempe, quoi. Non, c'est pas la même fougue. C'est pas la même fougue. C'est pas pour lui faire offense, mais je crois que là-bas, un peu plus fin que Boujineja. Boujineja, lui, c'est un mécanicien, quoi. C'est un mécanicien, il casse tout. Et il marche sur tout le monde. Vous voyez ça? Quand vous avez des joueurs comme ça, je crois que c'est ça. À la Rachidi équipe. Le Sénégal en sait quelque chose. Absolument. Et derrière la Sierra Leone, qualifié au terme d'un feuilleton malheureux. En tout cas, assez atypique. Hein. Malheureux. C'est le football africain. N'est-ce pas? On veut gagner à tout prix. Je ne vois pas la Sierra Leone faire quelque chose. Faire grande. Parce que même dans le match, c'est ce qui m'a surpris, dans le match même contre le Bénin, c'était une équipe apathique. Qui a concédé beaucoup d'occasions. Ça a été la maladresse du côté des Béninois. C'est que le Bénin même était sur la fin d'un cycle. Oui, c'est aussi ça aussi. Hein. Oui. On pourra dire l'épopée des sélections africaines. Un cycle de 2 ans, c'est tellement court. C'est très très court. Hein. Le groupe F, enfin, la Tunisie est bien présente pour une 20e participation. Le Mali n'est pas loin. On aura également la Mauritanie pour une 2e présence en CAN. Et puis la Gambie, oui, on parlait tout à l'heure de Tom Saintfit, la Gambie pour une 1re participation. Alors, Mama Yao, quand on vient à la CAN pour une 1re fois, il faut se lâcher ou l'appétit vient en mangeant, comme on le dit dans le jargon? Quand on vient pour la première fois, souvent les équipes n'ont pas de pression. Ils développent leur football. Et les autres équipes aussi n'ont pas eu le temps de les connaître. C'est ça qui joue un peu contre ces équipes-là. Donc, contre les équipes avec lesquelles elle est dans la poule. Voilà. Leurs adversaires, vous voulez dire. J'allais dire. Donc, vous allez voir que si elle se prend bien, la Gambie se prend bien, surtout avec un technicien qui connaît son métier, ils peuvent déjouer les pronostics dans cette poule-là. Je pense que la Tunisie, naturellement, va sortir. La 2e et la 3e place restera entre le Mali et la Mauritanie. La Mauritanie qui pratique un beau football un beau football. Corentin Martins. Hein. Avec l'Éthiopie, la Mauritanie peut être une sorte de révolution dans le football en Afrique actuellement au niveau des équipes nationales. D'accord. En tout cas, quand on fait le tour en Mauritanie, il y a une politique assez saine et assez structurée, non seulement des infrastructures, mais au niveau des compétitions et des sélections. Le président Yahya fait de gros efforts, chéris. Avec un soutien incroyable de la FIFA. C'est terrible que la FIFA ait choisi la Mauritanie. C'est parce que derrière, on a présenté un projet et le projet a été accepté. Et c'est tout ce qu'on demande, qu'on nous fasse au Togo. Comment on appelle ça? Diani est tout le temps là-bas en Mauritanie. Ah oui, d'abord le président quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? On parlait tout à l'heure des anciens joueurs, il s'est appuyé sur ces anciens joueurs-là. Il est allé faire une prospection, je ne sais pas, au niveau de la boîte Canal, avec les Abibey, les Mboma et consorts. Il les a appelés, il leur a demandé conseil. Et ensemble, ils ont fait un planning. Et avec ce projet-là, il a présenté ce projet. Aujourd'hui, qu'est-ce que la FIFA veut? Vous allez voir que ces derniers temps, elle parle de bonne gouvernance au niveau des fédérations, au niveau du football. Quand ils voient que vous êtes dans cette logique, tout de suite, ils sont derrière vous. Dans la bonne gouvernance. Je suppose que quand la FIFA ne va pas quelque part, il n'y a pas la bonne gouvernance. Je ne l'ai pas dit. C'est clair. Quand la FIFA n'investit pas, c'est ça. Je pense que les autres pays qui veulent que la FIFA appuie sur eux un projet, s'appuie par rapport à eux un projet et qu'elle fasse avancer ça. Ils doivent copier ce que la Mauritanie fait. Monsieur Angelo l'a dit tout de suite, c'est une politique qui est venue du haut et c'est descendu. Et tout est, je ne dirais pas clair, mais tout est fait dans la règle de l'art. Et la FIFA constate cela, elle met de l'argent. Aujourd'hui, ils sont à la CAN, ce qui veut dire que ce qu'ils ont démarré avant le soutien de la FIFA. Les compétitions, sélection de jeunes sont en compétition africaine. C'est la compétition nationale qui amène au CHAN, ce qui veut dire qu'ils font bien les choses au niveau national et la FIFA vient accompagner. Aujourd'hui, ils sont sur le plan international. Vous le dites si bien, il faut copier ce qui se fait bien ailleurs. La Mauritanie, depuis quelques années déjà, moi je suis cette nation-là et je suis ébahi. Et je me dis que c'est très simple. Et quand je vois ça, c'est très simple, quoi. C'est un projet qui est fait et les gens suivent cela avec des apports extérieurs, tout simplement, des conseils par ici et par là. Qu'avec les efforts que nous faisons ici, petit à petit, ils se sont donné un temps.
Ils se sont donné un temps et après, je pense que ça fait 4 ans ou 5 ans comme ça. Et les fruits sont là, on est en train de voir les trucs tout simplement. Et quand on annonce, vous dites qu'il y a des efforts qui se font. On ne refuse pas. Ici aussi, on veut voir un projet bien fignolé que nous tous, nous suivons, nous accompagnons. Et nous pourrons également apporter notre expertise en tant que communicateur là-dessus. Pourquoi mais là, si on annonce un championnat semi-professionnel dans 2 ans, mais derrière, on n'a jamais vu que la politique sportive du pays a été... Dans un an. On dit la saison qui vient, c'est la saison de transition. Okay. Donc la saison qui va suivre... 2022-2023. 2022-2023. Mais en 2 ans, quand on... Avec quel club? Quand on se projette déjà dans le semi-professionnalisme, ça ne sonne pas bien à l'oreille. Je veux qu'on fasse un projet sur 4 ans, 5 ans, par là. Et déjà, derrière, il y a peut-être les états généraux du sport qui sont faits. On redéfinit la politique sportive avec des objectifs bien précis. Une planification. Une planification derrière. Et là, c'est tout le Togo qui suit. Et vous allez voir que... de la ligue semi-professionnelle. La ligue semi-professionnelle, tout ça, là, je pense que c'est dans les textes de la fédération. Commençons par là et appliquons ces textes-là, tout simplement. Je pense que ça va aller. C'est bien, il faut copier la Mauritanie. Nous n'allons pas nous quitter le vif du sujet. Voilà. La Les Mauritanie. efforts se font, ça donc, va. Merci beaucoup. La Gambie, 10 secondes. Oui, arbitre, rapidement, la Gambie de Thompson Fit. La Gambie, peut-être, on peut aussi prendre le risque de mettre une pierre sur la Gambie. Une pièce sur la Gambie. Parce que cette équipe, comment elle joue? Vous voyez le groupe duquel elle est sortie, c'est vrai qu'il y a aussi la controverse des matchs Gabon-Gambie, Gambie-Gabon, ce qui n'est pas du tout reluisant pour notre foot. Mais c'est une équipe qui n'a pas besoin de marquer beaucoup de buts pour gagner les matchs. Exactement. Parce que Saint-Fit, il aime le jeu hyper défensif. Il a une autre science du football. Hein. Un jeu hyper défensif avec une projection rapide vers l'avant. Donc, si garde le bus derrière et si d'aventure les équipes qui sont en face de la Tunisie, le Mali, se donnent le luxe de lui ouvrir des brèches, cette Gambie peut faire du mal à la Tunisie, au Mali. Mais cela ne suffit pas pour apparaître dans le groupe des favoris, même pas pour une 3e place qui pourrait lui ouvrir les portes des 8e. Des 8e. Mais ce serait intéressant de voir cette Gambie-là en phase finale, ce que cette équipe va proposer. D'accord. On sait très bien. On a fini en tout cas le tour des groupes et on va enchaîner rapidement avec cette autre fenêtre. On sait très bien que la Coupe d'Afrique des Nations ou toute autre compétition, c'est une question également de représentativité, de présence de grands joueurs, de stars. Oui, par exemple, en 2019, on a vu Mo Salah, même s'il n'est pas allé jusqu'au bout de la compétition, très frustré, éliminé. Sadio Mané qui est arrivé en finale, tout comme Riyad Mahrez. Mais quand on voit les 2 derniers, on ne les sent pas depuis 2020 à ce jour. Pour vous, c'est qui les stars probables d'ici janvier 2022 ? Je pense que Sadio Mané et Mohamed Salah vont revenir, vu le niveau où ils évoluent, mais ils seront talonnés ou bien ils seront bousculés par des stars, des stars de niveau un peu moindre, comme le Nigérian Osimhen. Il y a d'autres dans les clubs qui font leur nom, qui vont venir bousculer cette hiérarchie-là. On dira que les Lionceaux voudront prendre la place des Lions. Donc c'est à eux de rugir plus pour se faire entendre ou bien pour garder leur niveau par rapport à cette Coupe d'Afrique-là. Sinon, s'ils viennent avec le nom, je pense qu'ils seront étonnés qu'une petite star, pour ne pas dire une starlette, pourra prendre leur place à la CAN, je pense. Hein. Chérie, sur les stars, les grands joueurs attendus, vous avez une idée? Bon, vous les avez cités. On attend Mohamed Salah, on attend Sadio Mané, on attend Pierre-Emerick Aubameyang. Il y a également Riyad Mahrez qui est attendu. Il y a du côté du Nigeria Osimhen, Ayanacho, les frères Kalou également. Et donc, il y a
de ces grands noms-là qu'on attend à la CAN, mais le plus souvent, ils viennent. Le football africain, c'est un autre football, surtout la CAN particulièrement, quand ça se joue. Vous savez, ce sont des matchs... Quand ça va se jouer au Cameroun. Ah, oui. Donc, ce sont des matchs... Pourquoi vous avez toujours du doute? Des choses bizarres vont se passer dans les tribunes. Chérie, continuez. C'est ça. Je dis ça. Donc, on attend d'ici 5 mois, d'ici à 5 mois, j'allais dire tout simplement, c'est les grands championnats ont redémarré et donc les joueurs vont essayer de trouver le rythme pour pouvoir quand même aborder cette compétition-là. Donc, nous espérons que ces stars-là seront dans leur bonne forme avant quand même d'aborder cette compétition et nous allons assister à une très belle compétition. Vivement qu'il y ait des révélations également, puisqu'il y a des outsiders comme Naby Keita de la Guinée qui également pourra saisir l'occasion puisque Naby Keita n'a pas encore révélé... Il ne vous satisfait pas. Voilà, son vrai talent au niveau de la Guinée, menacé également par des blessures et consorts. Donc, il y a Naby Keita, il y a d'autres joueurs également. Vous parlez des frères Kanou également, l'autre dont je parlais, tout simplement qui joue en Italie. Donc, il y a de ces joueurs-là également qui peuvent venir titiller quand même avec les stars comme Mo Salah et autres. Sans oublier la grande corbeille des binationaux, ceux qui sont là et ceux qui vont arriver. Oui, parce qu'il y a une nouvelle vague qui arrive. Il n'est pas exclu que tous ces pays-là qualifient de binationaux pour la CAN. Vous voyez ça? Ils vont ratisser large. Absolument, ça va se passer. Vous croyez que si le Togo était qualifié pour la CAN, on irait à la Coupe d'Afrique sans de nouveaux binationaux? Regardez par exemple du côté du Ghana, je ne sais pas si finalement Odoy va accepter d'arriver. Si Odoy acceptait de jouer pour le Ghana, à la CAN, ce sera quelqu'un à suivre. Une révélation. Ce sera une star à suivre. Plus ou moins, il n'y a rien à dire. S'il acceptait de jouer pour le Ghana, ce sera une star à suivre. Odoy, dans cette équipe des Black Stars. Donc, je crois que cette corbeille des binationaux là, il faut vraiment compter avec elle. On aura surtout avec cette histoire de... On peut avoir joué pour la France, mais on peut changer de nationalité. Oui, la FIFA a assoupli un peu les règles désormais. On va rester avec vous pour parler rapidement de cette, on pourra dire, ce changement de date, de période. L'année 2019, c'était la CAN en juin-juillet, ce qui a été assez extraordinaire. Et là, Motsepe et toute son équipe, dans le nouveau bureau fédéral, on ramène la CAN en janvier-février. Votre avis là-dessus? C'est l'un des plus gros flops de la gestion Ahmad. Et Ahmad arrive et il nous promet la CAN en juin. On a tous salivé. Tiens, parce que pour moi, la meilleure période pour la CAN en Afrique, c'est la période de juin, indépendamment de toutes les considérations climatiques qui peuvent intervenir en ligne de compte après. C'est la meilleure période pour nous, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, le football africain est à 60% dépendant du football européen. On pourra dire dans un engrenage? Pas dans un engrenage, mais totalement dépendant à 60% presque du football 60%. européen. Oui. Les meilleurs sont là-bas et les meilleurs vont là-bas. Tout le monde veut aller là-bas. Quand vous proposez un club à un joueur togolais, un club ailleurs que la France, il n'est pas content. Il veut aller en France. Or, l'UEFA, son programme, il finit en mai, il finit en juin. Si vous jouez la Coupe d'Afrique en janvier, c'est les vraies stars qui vont accepter de partir. Parce qu'elles sont sûres que si elles reviennent la veille d'un match à Liverpool, elles peuvent jouer. Mais les autres qui peuvent venir aider leur sélection nationale et qui ne sont pas sûrs de garder leur place après la Coupe d'Afrique, ils vont tout simplement décliner et ce n'est pas leur faute. Cela appauvrit la compétition sur le continent. Un peu, surtout qu'à la différence, comment on appelle ça, surtout que déjà sur place, on ne travaille pas pour renforcer les compétitions nationales. Donc, on travaille toujours avec la perspective des championnats européens. On a besoin de tous ces joueurs-là. Cela fait que même quand les joueurs sont blessés, on les met sur les listes de sélection, de convocation. On attend que le jour du match, il sera guéri. C'est en Afrique seule où vous allez voir des choses comme ça. Ou dans une sélection, convocation, mais un joueur blessé. Parce qu'on prie que le jour du match, là, il sera guéri et il pourra jouer. Cela veut dire que ce joueur-là, on croit qu'il est indispensable. On ne peut pas le contourner. Vous voyez ça? Donc, pour moi, la meilleure période, c'était juin. Et c'est ce que Ahmad a amené. Entre autres sujets de révolution qu'il a amené dans l'après à Yatou. On avait tous applaudi. Et puis, subitement, on revient en janvier. Je comprends les préoccupations liées au climat. Ont-ils subi une pression, Motsepe et son équipe, de la part de Gianni Infantino?
Est-ce que Gianni est contre la CAN en juin? Peut-être les années où il y a la Coupe du Monde. Mais les clubs ne sont les clubs ne sont pas pour la CAN également en janvier, février. C'est les clubs européens. Parce que c'est eux qui payent les joueurs et ils ont raison. Gianni, c'est le patron de la FIFA, il est en contact avec ses présidents de club. Maintenant, nous-mêmes, l'Afrique, est-ce qu'on doit voir qu'est-ce qui est bien pour nous? C'est la CAN en janvier ou bien en juin? Vous voyez ça? C'est la CAN en janvier ou bien en juin. On parle des considérations climatiques en oubliant que le continent s'étire sur les deux pôles. Vous voyez ça? En juin, il va pleuvoir ailleurs, en janvier, il va pleuvoir ailleurs. On peut faire la CAN en juin ailleurs, la pluie va tomber. On va faire quoi? Donc, on va faire comme ça tout le temps? Vous voyez ça? Donc, je comprends que la CAF aussi soit dans une situation très embarrassante. Vous concluez? Je comprends ça. Mais je crois que l'idéal pour l'Afrique, c'est c'est la CAN en juin. Parce qu'en janvier, c'est compliqué pour beaucoup de sélections, compliqué pour beaucoup de joueurs. Ce n'est même pas bon pour les joueurs africains. Mais si c'est une situation embarrassante, de deux mots le moindre, je suppose que la CAN en janvier, c'est le moins de mal. Maman Ouyao, sur la même question, concernant justement la période. Sur ce plan, je pense que les va-et-vient dans les décisions, dans le respect des chronogrammes au niveau de l'Afrique, je pense que ça ne va pas être à notre avantage. Il faut suivre ce qu'on a planifié. Et là, vous êtes crédible vis-à-vis des acteurs, vis-à-vis des partenaires nationaux. Vous pensez qu'avec Motsepe, on aurait dû garder juin-juillet? C'est quelqu'un qui est venu, mais il y avait déjà un programme. Les institutions, dans les institutions, le programme continue. Les gens peuvent être changés, mais le programme continue. Il y avait eu un symposium avant l'autre CAN où on a étudié la périodicité des compétitions. Je pense que c'est de grandes personnes, des gens responsables qui qui ont fait un conclave et qui ont décidé cela. S'il faille changer d'une simple décision comme ça, vous ne comprenez pas cela? Je ne comprends pas, mais si ça doit être de la pression de Gianni Infantino, je pense que l'Afrique doit s'affirmer, l'Afrique doit prendre ses responsabilités. C'est très important. Alors, on va parler de la question des infrastructures, parce que là aussi, on a vu que le Cameroun a fait d'énormes efforts. Pas plus tard qu'hier, je lisais une dépêche, on parle de 3 000 milliards dépensés depuis 2016-2017 pour la construction, la rénovation de ces stades-là. Combien ont été vraiment utilisés sur les 3 000 milliards? Toute la question est là. On évoque 6 stades, 6 stades qui vont être retenus, non plutôt 7 stades dans 6 villes. Et donc, le stade de Djapoma, par exemple, complètement nouveau, 50 000 places. On prend également le stade d'Olembe, 60 000 places totalement construit, tout comme le stade de Omnisport de Bafoussam, de Roundé Adjia, rénové. Voilà, c'est aussi un défi pour le Cameroun de pouvoir, en tout cas, réussir cette compétition niveau infrastructurel. Oui, si vous permettez, je reviens tant soit peu sur la périodicité de la CAN. Vous savez pourquoi il y a ce problème-là au niveau de l'Afrique? Il y a ce problème de la CAN en janvier parce qu'en Afrique, on n'a jamais eu des championnats, sauf peut-être le Maghreb, on n'a jamais eu des championnats bien structurés, capables de concurrencer les championnats européens. Si l'Afrique arrive à avoir également des championnats professionnels, et arrive à garder la plupart de ces joueurs, comme Kodio le dit, qui ne soient pas avides de partir en Europe, eh bien, on pourra jouer la CAN en janvier sans problème. Pourquoi les Américains, les Sud-Américains et consorts n'ont pas ce problème-là quand il s'agit d'organiser la Copa et consorts? Les Européens également n'ont pas ce problème-là pour... la CAF manque d'autorité depuis toutes ces années? Ah oui, il faut le dire. C'est affirmatif, tout simplement. La CAF manque d'autorité. La CAF, comme vous le dites, est dans l'engrenage de la FIFA. Et donc, c'est la FIFA, en quelque sorte, qui indique les marches à suivre pour la CAF. La preuve, quand vous prenez une fédération, l'argent que la FIFA donne dépasse de loin celle que la CAF donne. C'est celle que la CAF donne. Et c'est ça. Et donc, les fédérations ne parlent même pas de l'argent de la CAF. Les journalistes ne parlent même pas de l'argent de la CAF. C'est l'argent de la FIFA. Chaque fois, on clame l'argent de la CAF. Alors qu'il y a aussi l'argent de la CAF. Il y a aussi l'argent de la CAF. Cela veut dire que la CAF n'a pas suffisamment de crédibilité, sinon de notoriété auprès
de ces fédérations-là. Donc, si on veut garder la CAN en janvier, il faut que la CAF repense, et Motsepe le disait hier, on doit pouvoir quand même repenser le football africain. Je pense qu'ils vont véritablement repenser le football africain, faire de ce football-là un football professionnel à tous les niveaux, compétitif, capable de rivaliser comme le font les clubs du Maghreb avec les championnats européens, ce qui permettra à nos joueurs, quand ils sortent et que ça ne marche pas, qu'ils aient le courage de pouvoir revenir parce que dans leur pays, il y a un championnat capable de pouvoir tenir leur niveau ou rehausser leur niveau. C'est sur la question donc, de la périodicité de la CAN. Maintenant, je viens à la question donc, des infrastructures. Oui. C'est vraiment un défi pour le Cameroun de pouvoir quand même organiser cette compétition-là sur de bonnes infrastructures. Et donc, comme l'habitude est ici en Afrique, on investit beaucoup de moyens, on jette beaucoup de moyens, sauf que les travaux ne se font pas au prorata donc, de ces moyens qui sont mis donc, à la disposition de ceux à qui on confie ces travaux-là. On a démontré ou on nous a montré les travaux qui sont faits, les stades qui sont pratiquement finis en ce qui concerne les pelouses et les tribunes, mais c'est tout autour les terrains d'entraînement, les logements et consorts qui doivent accueillir les équipes. Nous espérons qu'avec les 5 mois qui restent, le Cameroun aura ou sortira encore des moyens pour pouvoir quand même arriver à peaufiner toutes ces infrastructures-là pour que véritablement la CAN puisse se tenir en cette période de janvier. Et sinon, si ou le reste des infrastructures ne sont pas, on va dire, au point, on sera obligé peut-être de délocaliser ou de... Encore ou de faire comme au Gabon où les équipes seront logées peut-être à des dizaines de kilomètres du terrain, tout simplement. D'accord. En tout cas, c'est un pari à réussir pour le pays de Paul Biya, de Samuel Eto'o, de Roger Milla. Il n'y a même pas à en reparler parce que c'est depuis 2016. Mais justement. Depuis 2016. Donc, je crois qu'on ne doit même pas les féliciter d'avoir réussi ça, d'avoir construit. Depuis 2016. C'est ce qui est normal. C'est ce que absolument. C'est depuis 2016, ils sont là. La question également, c'est que derrière, on construit ces infrastructures, mais derrière, il n'y a pas cette gestion-là. Des éléphants blancs. Des éléphants blancs, justement. Les stades de la CAN 2017 sont dans la brousse. Le cas du Gabon. De l'Afrique du Sud également. Justement. Par moment. C'est le pourquoi la CAF doit réfléchir énormément. Je ne sais pas pourquoi on fait des terrains de 60 000 places. Faisons des terrains de 10 000, 20 000 places. Et jouons nos coups d'Afrique dedans. Justement. Ça gêne qui? Ça ne gêne personne. Si vous faites des terrains de 60 000 places, vous jouez un match de sélection une fois tous les 3 mois. Et les championnats, c'est 2000 personnes qui seront sur le stade de 60 000 places. À quoi bon? Et on se donne la peine d'aller construire des stades de 30 000 places, de 60 000 places, alors qu'on peut construire de petits terrains qui sont aux normes FIFA tout simplement. Et là maintenant, c'est compliqué après. Justement. En tout cas, il y a beaucoup d'exemples sur le continent, vivement que on puisse repenser, comme vous l'avez dit, le football africain. Le Bénin en fait actuellement avec de tout petits terrains. Un peu des terrains municipaux, un peu partout. Et puis ça aide tout simplement le pays. Vraiment, c'est important. Émission spéciale sur la radio qui mouille le maillot avec Chéri Adjogblé de TLS Africa, Kodjo Avoulete de Mawakisport.net. Et puis, le troisième invité a pour nom Mama Wiao. Il est le secrétaire général de l'association des joueurs de football du Togo. Le tout sous la maestria de l'homme à Dovon qui est en train de réaliser la vidéo de cette émission, tout comme un ASPM de l'autre côté aux manettes. Alors, messieurs, on va s'intéresser au club togolais, notamment ASCO de Kara et l'ASCK. ASCO qui a hérité d'un club libérien pour disputer le premier tour préliminaire. Là aussi, c'est un défi. Il faut faire mieux que la saison dernière, Mama Wiao. Ils ont été champions la saison dernière. Ils sont arrivés à un niveau. Consécutivement, ils ont réussi à être encore champions. Là, impérativement, ils doivent faire mieux que l'année passée parce qu'il y a une suite. Ils sont dans cette suite-là. Ils doivent mettre tous les moyens de leur côté pour pouvoir aller au-delà de ce qu'ils avaient fait l'année passée. Sinon, je pense que ces deux clubs aujourd'hui doivent tirer tous les clubs de l'élite aujourd'hui vers l'avant. Il y a des pratiques un peu professionnels là-bas. Je pense que si ils arrivent
à être dans l'élan durant 2-3 ans et que les autres clubs suivent, je pense que le football togolais au niveau national va sérieusement évoluer. Alors aujourd'hui, on annonce le départ de Tchakei Marouf. Il va falloir le remplacer de façon qualitative. Oui, c'est ça, je dis. Ils vont vers le professionnalisme. Il y a des pratiques. Avant, pour laisser partir un joueur comme ça, c'est la croix et la bannière. D'accord. C'est des disputes. Aujourd'hui, les présidents qui sont à la tête de ces deux clubs, ASK et ASCO, vous sentez qu'ils sont dans le business, le foot business. On laisse partir un joueur, on fait rentrer des sous et on prend quelqu'un d'autre. On prend quelqu'un d'autre, on polie celui-là et demain, sa valeur monte et on revend. C'est comme ça on peut aller vers un football professionnel, un football business. Je pense que ces deux présidents ont compris. Aujourd'hui, ils font venir des joueurs des autres pays. Hein. Ils en vendent, ils font des transferts. Je pense qu'ils doivent être dans cette lancée-là. Vous pensez que ça suffit? Non. La gestion même autour du... Est-ce que notre championnat, à un moment donné, aussi ne dessert pas les clubs togolais véritablement. En matière de qualité, de compétitivité? Véritablement, je pense que pour arriver à cette compétitivité très élevée, nous avions déjà parlé de ça ici, oui. Il faut professionnaliser la chose. C'est important. Fixer aujourd'hui, parce que nous sommes responsables d'association des joueurs, fixer un salaire minimum. Quand on va arriver à un semi ou à un professionnalisme, fixer un salaire minimum. Un joueur saura que si je gagne 100 000 aujourd'hui, minimum, hein, je ne suis pas bon, je suis le dernier, je gagne 100 000. J'ai réussi à faire ma carrière rien qu'au Togo en 5-6 ans. Si j'économise, je peux réaliser quelque chose. Il se donne à cœur joie. Il donne tout ce qu'il a dans le ventre. Sur le terrain. Sur le terrain. Et le championnat, le niveau du championnat monte. Parce que ça se passe dans la tête. Je ne peux pas être sur le terrain. Peut-être mon enfant est renvoyé de l'école. Mon salaire même que j'attends à la fin du mois ne pourra pas payer les dettes. J'avais déjà des dettes chez les bonnes femmes. Je ne peux pas régler tout cela. Ça s'entasse. Il viendra sur le terrain avec d'autres idées. Il est avec vous sur le terrain. Hein. Il va rater un but bizarre. Vous allez crier, mais si vous rentrez parce dans ça... Parce qu'il pense à la créancière. Voilà. On a vécu tout ça. Au niveau du ce que nous disons, je dis, est banal, mais est sérieux. Hein? Nous avons vécu tout Absolument, ça. Hein. Nous avons vécu ça. On va parler de ce... Je reste toujours avec vous parce que le club d'Asco a hérité du Liberia Petroleum Refining Company Oil. C'est un club de première division au Liberia qui, voilà, récemment a été champion. Est-ce que, voilà, quand on prend le Togo, le Liberia, le football dans ces deux nations, le Liberia, c'est un pays anglophone, oui. Le Togo, pays francophone. Asco doit redouter cet adversaire-là? Sur toute la ligne, Asco ne doit pas redouter cet adversaire. Sur le plan international... C'est pas le même club que Maranatha avait joué ça? Non, c'est pas le même. l'ICCR. Voilà. Sur le plan international, vous allez voir qu'ils avaient que George Weah. Après George Weah, il y avait James Deba. Au Togo, revisiter l'histoire. Vous pensez que ça après suffit? Kaolo, ça peut faire il y a affaire? eu des grands joueurs, Salou Tadjou, Salou Bachirou, Fiao, Adebayo tout récemment, hein, qui sont devant sur le plan international. Sur le plan local, les clubs libériens, je ne pense pas qu'ils ont fait quelque chose sur le continent. Et donc, Asco, vu l'ambition qu'a le président aujourd'hui, vu le recrutement qu'il est en train de faire, sur le papier, Asco doit faire respecter son rang, je pense. Kodjoa Voleté, je vous vois assez pensif, très très loin. Oui, il faut certes participer, mais il faut faire mieux, arriver, pourquoi pas, si possible, à emboîter le pas à l'AS Togoport, qui était rentré entre-temps en poule, mais un travail en amont est nécessaire. C'est ce qu'on attend depuis 2017. Mais ça s'éloigne année après année. La SCK est passée de très près. Asco était tombé au premier tour l'année passée. Cette année, elle va remettre l'ouvrage sur le métier. Oui. Et j'espère que cette année-ci sera la bonne pour elle. Ce qui est sûr, de façon générale, pour moi, il n'y a pas de raison qu'Asco ne passe pas au second tour. Si Asco tombe devant les Libériens, ce sera tant pis pour lui.
Je le dis simplement comme ça. Il n'y a pas de raison qu'ASCO ne passe pas au second tour. Il n'y a pas de raison qu'ASK ne passe pas au second tour. Si ASK tombe devant les Mauritaniens, si ASCO tombe devant les Libériens, ce sera tant pis pour eux. Ce sera tant pis pour eux parce que oui, on a évoqué certains éléments d'appréciation. Ce sont, à mon sens, ces éléments d'appréciation-là, a priori, autorisent à dire que ASCO doit passer, ASK doit passer. A priori, j'insiste là-dessus, a priori. Et je crois que les présidents de ces deux clubs-là sont conscients qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Surtout ASCO n'a plus le droit à l'erreur de tomber dès le tour préliminaire. Parce que le plus intéressant, c'est derrière. Pour ces clubs, le plus dur, c'est derrière. Et le plus dur étant derrière, si vous voulez vous respecter, si vous êtes dans une vision, et c'est vrai qu'on peut se dire dans 3 ans on veut le faire, mais on peut pas commencer à se laisser battre par les clubs qui sont a priori en dessous de soi. C'est pour cela que pour moi, j'attends plutôt le premier tour contre le Raja, pour juger vraiment de ce que ASCO peut faire. C'est possible, hein? Moi, c'est possible parce que quand on arrive à la phase de poule, quand je vois la liste des clubs qui sont qualifiés, je vois des clubs de certains pays. Je ne connais pas le foot de ces pays, mais je m'interroge. Vous vous dites, qu'est-ce qu'il se fait là-bas? Qu'est-ce qui se fait là-bas pour qu'un club togolais ne puisse pas être à ce niveau, alors que ces clubs-là sont toujours là. Et il y a un collègue qui me répond toujours, mais ces clubs, par exemple, il y a un club de Kampala City. Ils sont souvent là en phase de poule. Et le confrère me répond, mais les Ougandais, ils sont dans la constance. Nous, on fait un coup, on revient, on disparaît, on revient, on essaie un autre coup. Ça ne peut vraiment pas marcher. Donc, il faut qu'on s'inscrive dans la durée. Et c'est pour cela aussi que je regrette toujours que nos clubs vivent toujours dans le présent. C'est-à-dire quoi? ASCO, par exemple, l'année dernière a été champion. Je ne sais pas s'il était préparé. On peut supposer que cette année, ils se sont plus préparés à être champions que l'autre année. Si ASCO veut rentrer en poule dans le Money Zone en Coupe CAF ou bien en Ligue des Champions, pour moi, qu'est-ce que ASCO a fait en arrière pour avoir un groupe compétitif? Parce que c'est aussi ça, avoir un groupe compétitif, sans pour autant acheter les Nigériens, les Tunisiens, les Algériens, mais avoir un groupe compétitif. Et pour avoir ce groupe compétitif-là, pour moi, il faut construire le groupe et le faire jouer pendant 3 ans, par exemple. Et vous savez que quand vous avez un groupe stable, vous faites jouer pendant 3 ans, vous avez maintenant un groupe qui peut rivaliser. Et autour de ce groupe-là, sur ce groupe-là, il faut maintenant peut-être greffer un bon attaquant, un bon milieu de terrain, et vous avez déjà la mayonnaise qui peut prendre. Mais pour moi, jusque-là, aucun club de Tolède ne s'inscrit dans cette vision-là. Nous faisons les choses toujours pas à coup. Quand la compétition vient, on prend un joueur à gauche, on prend un autre à droite, on fait descendre un autre et on va jouer. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, ce n'est pas bien. Je crois que si on veut vraiment respecter nos ambitions, prouver qu'on a vraiment des ambitions, il faut qu'on pense autrement, même au niveau des clubs, la vision que nous faisons. Et faire des équipes et arriver à garder ces joueurs-là sur la durée pour avoir les groupes compétitifs. Donc, ASCO ASK, c'est possible. Au moins le premier jour, si tombe, ça fait le problème. On les attend au tour suivant pour voir ce qui peut être fait. Malgré la régularité des championnats chez nous, il y a ce petit plus qu'on n'a pas pour franchir, ne serait-ce que le premier palier. Ça fait quoi? Pratiquement 4 ans, depuis 2017, la campagne de l'AS Togoport. On a du mal à suivre. Je sais que vous réfléchissez à tout ça plusieurs fois, vous voyez plusieurs angles. Quel est le commentaire que vous faites? Je parle du dernier aspect de Kodio où on ne s'inscrit pas trop dans la régularité, dans la continuité. C'est le plus grand problème. Je peux dire que ASK a commencé par le faire il y a 2 ou 3 ans et on peut constater que les fruits sont là. Quand vous prenez ASK et ASCO de Kara, vous sentez un groupe assez homogène du côté d'ASK que du côté d'ASCO, parce que ASCO, c'est maintenant qu'on est en train de refaire le groupe. Et donc, j'ai suivi ASCO sur plusieurs matchs. Je ne suis pas convaincu du fond de jeu, de ce qui doit être fait, malgré les renforts de Urakoriko Sadat, avec le jeune défenseur en équipe nationale, Alimou, il y a Bourou, le Béninois, et consort. Mais la série
Ça laisse à désirer tout petit peu. Sur le terrain, vous ne voyez pas les joueurs s'impliquer ou qu'est-ce que vous leur reprochez? La mayonnaise n'arrive pas à prendre. On ne les voit pas jouer en bloc équipe. Les joueurs n'arrivent pas à se retrouver les yeux fermés. Ça tâtonne. C'est pas ça, il n'y a pas cette confiance-là. Quand l'équipe a la balle, vous sentez que elle va faire quelque chose avec. C'est une équipe qui se cherche. C'est ma vision et c'est ma lecture de la chose. C'est votre opinion. Ah oui, c'est mon opinion sur ce que j'ai constaté. J'ai vu plusieurs matchs d'ASCO sur cette saison et c'est ce que j'ai constaté. Je sens que c'est un groupe qui est en train d'être formé. Et malheureusement, le métronome, puisque dans des situations données, c'est sur situation standard que ASCO arrive à sortir son épingle du jeu avec Tchakei Marouf. Et c'est le métronome là qui est en train d'être sauté. Ils ont anticipé pour faire venir Abu Thierry de la SOTR, un fin technicien, joueur que j'apprécie bien, mais qu'on doit encore retravailler un tout petit peu pour qu'il sache quand lâcher le ballon, quand pouvoir quand même donner la passe dans le tempo et être encore un peu physiquement au point. C'est le défaut de ce joueur que j'apprécie très bien, Abu Thierry. Ils l'ont recruté derrière, il peut être le détonateur de ce football-là, mais on a besoin du temps pour que tout cela puisse prendre. Et derrière ce temps-là, il n'y en a pas, puisque les autres travaillent. Les autres travaillent, et donc l'adversaire, quand on le dit, qu'on a quelque chose en plus avec du vécu par rapport aux adversaires, mais l'adversaire, par exemple, les OLS du Libéria, c'est une équipe qui dispose de moyens et qui, depuis 2019, déjà est en train de se relever. Il a son propre stade, voilà, 10 000 places. Qui fait des restructurations également et qui est dans une certaine progression. Club de stade au Togo. On est d'accord, qui est dans qui est dans une certaine progression, et cette formation-là également a une histoire derrière. En 89 déjà, elle était quart de finaliste, donc des vainqueurs de coupe. Cela veut dire qu'il y a également là une histoire. Et donc, si on parle de l'histoire du football togolais, ce club, du moins, par rapport à leur pays, a une petite histoire en termes de coupe continentale. Ce qui veut dire que ASCO de Kara, qui n'a pas encore trouvé la mayonnaise, j'espère que le dossier qui va renforcer le staff technique aura apporté également sa touche. ASCO de Kara, qui n'a pas encore trouvé la mayonnaise pour pouvoir quand même damer les pions, va rencontrer un autre football, le football anglais qui est plus direct, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est plus direct, contrairement à ce qu'ils ont eu à affronter la dernière fois avec le Racing Club d'Abidjan, qui était un centre de formation qui a joué au football fignolé. Ça a permis également au club togolais de pouvoir rentrer, puisque le football togolais également veut se jouer de manière tactique, de manière fignolée également. Donc ça a rivalisé à 50-50, mais ici ça va être un football direct où il y aura plus de charges sur la défense contrôlée par Oro Akoriko Sadat et Sama, qui, ma foi, ont du mal, ou des fois, c'est l'expérimenté qui est absent complètement, qui se loupe, et c'est le jeune qui arrive à faire la couverture, et quand ça n'arrive pas à tenir au niveau des deux, c'est la casse derrière. Pour vous, ASCO ne doit pas dormir sur ses lauriers. Donc, les techniciens doivent pouvoir rapidement travailler. Est-ce qu'il y a des lauriers? Bon, parce que ici, c'est la coupe continentale. Hein? Bon. Donc, moi, je me dis, ça se joue à 50-50. On doit pouvoir quand même être sur nos gardes et ne pas sous-estimer l'adversaire et pouvoir quand même aller dans c'est une double confrontation. Ça peut passer si on arrive à bien négocier ces deux rencontres-là. Mais a priori, comme c'est du 50-50, si on s'y prend bien, les matchs couperés, là, il faut savoir les négocier. Surtout pour le match à domicile, il faut savoir les négocier. Et à l'extérieur, vous faites le nécessaire pour pouvoir passer. En ce qui concerne les Mauritaniens, de la SK, l'adversaire de la SK, Concorde, voilà. Qui, sur les 10 dernières années, c'est une équipe qui est au-devant de la scène, qui revient également petit à petit. Alors, c'est elle qui mène quand même la danse au niveau de la Mauritanie. Nous parlions tout à l'heure de la politique sportive de la Mauritanie, de ce football-là qui se pratique, et vous allez voir que le championnat mauritanien attire beaucoup de joueurs du continent désormais. Ce qui fait que ce club-là aura également à se renforcer, à avoir quand même des joueurs nécessaires pour pouvoir rivaliser avec la SK. Mais la SK aussi a perdu des éléments. La SK a perdu des éléments, c'est là le problème, tout simplement. C'est là le problème. La SK pratiquement, ASCO et son frère cadet, ils ont les mêmes problèmes, les mêmes déboires. On parlait de moyens. Il parlait tout simplement de cette politique-là, de pouvoir vendre. Et pour une saison, c'est ça. Il faut également arriver à lâcher ses meilleurs pour partir, pour pouvoir faire de l'argent, pour pouvoir avant de lâcher,
il faut être sûr qu'il y a les remplaçants. Il y a les remplaçants. C'est là le quid. Voilà. Et ça revient sur la question de la restructuration, tout simplement. Et aussi la question de la pépinière dans nos clubs. Qui n'ont pas des joueurs capables de gravir des échelons petit à petit, de remplacer qualitativement les anciens. Regardez par exemple, il y a l'histoire de la licence club CAF. Oui. La licence club CAF. Les choses sont de côté d'abord. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, la FTF réussit à imposer au club d'engager des entraîneurs d'un certain niveau. Et pourquoi elle ne leur impose pas d'avoir une équipe B avant de jouer le championnat? Vous ne comprenez pas ça? Tant qu'on ne le va pas, on ne va pas le leur imposer. Quand on a dit licence B ou rien, mais ils ont trouvé les entraîneurs de licence B, oui ou non? Ils ont trouvé. Ils ont trouvé. Maintenant, tant qu'on ne va pas leur dire, si vous ne vous engagez pas, si on ne voit pas votre équipe B, vous ne vous engagez pas le championnat, on n'aura jamais de pépinière, on n'aura jamais d'équipe B. Or, les clubs sont ce qu'ils sont. Quand les joueurs sont blessés dans la première, il faut trouver des remplaçants dans l'autre. Quand il n'y a pas d'équipe B, comment ça va fonctionner? Quand il n'y a pas d'équipe B, quand a-t-on formé des gens pour remplacer ceux qui sont supposés partir? C'est compliqué. C'est compliqué. Sur Asco, rapidement. Rapidement, oui. Dans le championnat, l'une des difficultés d'Asco, c'était de marquer des buts. Et je crois que cette équipe n'a pas de buteur. Je ne sais pas si l'équipe a résolu son problème de buteur. Syria Diogba a évoqué tout simplement il y avait le travail de sapeur que faisait Tchakei sur les balles arrêtées, qui arrivait à marquer des buts à cette équipe-là. Mais en tant qu'un buteur, cette équipe n'en a pas. Je ne sais pas s'ils ont résolu ce problème. C'est l'autre pan de la question. À moins de compter sur le collectif où quelqu'un peut marquer, tout le monde peut marquer. Je suppose que c'est sur ça qu'ils comptent. Mais ce n'est pas impertinent de l'évoquer. Mama Yao, la question surtout de cette réserve-là pour les équipes d'élite, pourquoi c'est si compliqué? Vous avez creusé? Vous savez, si on analyse bien la chose, aujourd'hui, on n'a pas de club au Togo. Mais si on veut véritablement sculpter le fond, on voit que c'est le manque des fois de finances qui fait que les clubs ne se hasardent pas à aller sur ce terrain. Alors, pour régler ce problème aujourd'hui, il faut laisser les clubs, ou bien il faut décider, avec une décision officielle, amener les clubs vers le semi-professionnalisme ou le professionnalisme. Ils seront contraints à respecter certaines exigences qui sont inhérentes à la chose elle-même. Je pense que si vous allez vers le professionnalisme, c'est inadmissible que vous ayez sur le continent sans pépinière, ou bien vous alliez plutôt faire un partenariat, vous-même vous ne serez pas à l'aise. On parle d'un club professionnel, quand il se qualifie, c'est maintenant qu'il va vers un centre de formation pour faire un partenariat. Ça ne va pas bien sonner. C'est ce problème crucial auquel est confronté les clubs. Deuxième chose, si les clubs veulent le faire, il y a des mécènes qui peut-être pourraient le faire, mais il manque de volonté à leur niveau. Si on laisse le problème de finances, il manque de volonté. Aujourd'hui, si nous parlons des présidents qui sont en tête au niveau du management de nos clubs au Togo, nous parlons d'Asco et de ASK. Rapidement, je pense que ces clubs-là, à l'annonce du semi-professionnalisme très très prochain, ils doivent commencer par donner de bons exemples en créant ou bien en constituant, c'est le vrai mot, des clubs de catégorie inférieure. Là, je parlais de s'inspirer de ces clubs-là. Oui. Ils doivent être dans une lancée donnée pour que les autres clubs puissent suivre. Parce que dans les pays, pour que le football de ce pays, le football national de ce pays évolue, il y a 1, 2, 3 clubs qui tirent les autres vers le haut. On avait vu ASEC d'Abidjan et Africa Sport en Côte d'Ivoire, avec Jean-Marc Guillou qui était à ASEC. Il a commencé avec la pépinière. Qu'est-ce que la pépinière a fait? 5 ans, 6 ans, 7 ans après, ils étaient des jeunes, des gamins sur le terrain. C'est parce qu'ils ont vécu longtemps. Ils ont damé le pion à Espérance de Tunis avec des professionnels rompus à la tâche. On avait vu les Ezeto, Yapi Yapo, Kader Keita, Aruna Dendane. Oui. Je crois que ce football-là est le meilleur football où on
prépare la pépinière pour prendre la place, pour remplacer vaillamment et valablement ceux qui partent. Aujourd'hui, Mani Sapour l'a bien dit. Dans ses propos, je crois qu'il a parlé de ceux qui doivent le remplacer véritablement. Aujourd'hui, il est parti de l'AS, même si il a une autre casquette au sein du club. Oui, il dit qu'il part du terrain, mais il espère que des jeunes vont prendre valablement sa place. C'est un signal qu'il est en train de donner aux dirigeants de préparer la relève. Je pense qu'ils iront dans ce sens. Vivement. Angelo, rapidement. J'ai souvent dit... 30 secondes, s'il te plaît. J'ai souvent dit à ceux qui veulent l'entendre, ou à ces gens-là que Mama Wiyawo appelle mécènes, s'ils continuent de cette manière, on aura les mêmes résultats. À investir de l'argent ou à jeter, moi je l'appelle jeter de l'argent par la fenêtre. Moi j'ai souvent conseillé à ces présidents amis qu'au lieu de pouvoir investir dans ce football-là, dans ce championnat-là qui en fin de compte ne vous donnera rien, allez acheter de l'eau quelque part, créer un terrain dessus, rassembler 30 gamins chaque week-end, à qui, pendant les vacances, vous allez trouver 2 cahiers de 200 pages et consorts. Et chaque week-end, ils sont là. Vous verrez qu'en 5 ans après, des gamins de 12, 13, 14 ans, vous verrez qu'à 5 ans après, ils seront des joueurs que vous pourrez déjà placer dans des clubs avec des primes de signature de 150 000 francs. Vous allez oublier quand même de sortir de l'argent de votre poche parce que ces enfants-là... Ils auront un retour sur investissement. Justement. Voilà. Alors, on va rester là. Messieurs, rapidement, le tour de table. Pour ASCO, vous gardez toujours, on pourra dire, espoir pour la SCK. Rapidement. Absolument. Ils n'ont pas le choix. Au moins, le premier, il faut le passer et après, on va voir. Maman Wiyawo. ASCO et ASCK, moi, c'est au deuxième tour. Je les attends pour voir s'ils vont créer un coup de tonnerre, par exemple, ASCO face à Raja, parce que ça ne sera pas concevable que ASCO, avec son ambition, sa méthode, ce que le président est en train de vouloir faire, puisse tomber au premier tour. Ça ne sera pas... Et ça sera inconcevable quand même pour moi. Alors, l'ambition est là pour ASCO, mais quand on voit le terrain, ce n'est pas encore ça. Et donc, il ne faudrait pas qu'on soit trop exigeant. Ça, je le dis pour les supporters ou le public sportif togolais, il ne faudrait pas qu'on soit trop exigeant. On est en train de commencer et je pense que pour ASCO, ça peut passer le premier tour, mais par après... on ne doit pas être trop exigeant. Là où moi je suis peut-être un peu confiant, c'est au niveau des SCK, même s'il y a eu des départs, il y a cette homogénéité là au sein du groupe, et donc ça peut jouer en bloc équipe et ça peut passer parce qu'ils ont eu déjà à faire une expérience qui reste encore au sein de cette équipe-là qui peut leur permettre de pouvoir passer l'étape de Assac Concorde et pourquoi pas titiller encore l'adversaire prochain au second tour. Donc, j'ai plus confiance en l'ASCK qu'en l'ASCO de Dakar. Voilà qui est dit. En tout cas, 1000 gratitudes à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation dans le studio Messanyamé. Kodjo Avouletie de Mawaki-Sport.net, Chiria Djoglé de TLS Africa et puis Mama Wiyawo de l'AJFT. Il est le secrétaire général. Merci, messieurs. Merci également à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir reçus. Merci enfin également à mon cher Elom Adovon pour tout le travail abattu par rapport à la vidéo. Gracias, monsieur Anas PM. À très très bientôt sur la radio qui mouille le maillot.